Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints pour ce second webinaire dont le sujet est la créativité comme facteur de succès et de différenciation à l'international. Nous allons commencer au début par le point de vue du créateur. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous aujourd'hui Elliot Barnes, architecte et décorateur de l'agence Elliot Barnes Interiors. Son approche de l'espace, des matières et de la lumière rayonne en France et à l'international. Il nous semblait donc évident de l'inviter à échanger sur notre sujet du jour et démontrer par son expérience personnelle que la créativité est un vrai facteur de succès à l'international. Bonjour Elliot. Bonjour, bonjour. Merci de nous avoir, nous sommes ravis de vous avoir avec nous aujourd'hui. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment un architecte californien se retrouve à s'installer à Paris, en France, et y fonder son agence? Question simple, réponse un peu longue. En fait, l'histoire avec moi et la France a commencé quand j'étais très petit à Los Angeles, quand j'étais au lycée français. Ensuite, j'ai eu l'occasion de rencontrer André Putman un peu plus tard aux États-Unis à Los Angeles. Et j'avais en tête un projet de venir m'installer un tout petit peu à Paris, histoire de vivre une expérience française. Et finalement, je suis arrivé en 87 et je suis jamais reparti. Et j'ai passé 17 ans avec André Putman, son équipe, Paulo Moinard et d'autres. Et il y a 15 ans, j'ai eu l'occasion de monter mon agence et de continuer à faire de l'architecture et de l'architecture intérieure. Malgré le fait que je suis de formation, je suis architecte, mais j'ai toujours eu ce désir de dessiner du mobilier, de dessiner des intérieurs, de travailler les choses dans leurs détails. Donc, c'est ce que je fais aujourd'hui. Donc, nous sommes une structure de petite taille. On est 8-9, et on travaille à la fois des projets de résidentiel, des projets d'hôtellerie. On ne fait pas beaucoup de retail, c'est pas vraiment un milieu dans lequel j'ai eu beaucoup de pour m'exprimer. On travaille beaucoup pour des marques type Ruinart, type Bicard Salmon, Typing, et également on est assez présent dans tout ce qui est design d'objets pour des maisons type Cogolin, de Lille, Philippe Hurel, Écart, Tisserand, etc. Parfait. Donc, comme nous le mentionnons tout à l'heure, donc vous travaillez sur des projets d'exception en France et à l'international. Vous venez de le dire, c'est principalement du résidentiel. Et dans quel pays avez-vous travaillé pour vos projets? Alors, principalement. Bon, je travaille beaucoup. Je travaille tous les 2 ans au Japon. J'ai un agent au Japon, à Tokyo, qui tous les liaisons design que j'avais rencontré il y a quelques années dans une autre cas de figure. Et donc, j'ai cet agent au Japon qui est missionné de trouver des projets plutôt de showroom d'appartements. Donc, c'est des appartements témoins qu'on réalise une fois et ensuite qui sont déroulés X fois dans des tours. Donc, ça fait facilement plus de 15 ans que je travaille au Japon avec cet agent. Et tous les 24 mois, il me trouve un projet, il m'invite, je rencontre le promoteur, l'équipe sur place, on fait le projet, et ensuite tout est réalisé localement par ces équipes. Donc, je travaille beaucoup au Japon. J'ai une assez forte relation avec l'Allemagne. Donc, j'ai beaucoup travaillé en Allemagne quand j'étais avec André Putman et Écart. Et ensuite, j'ai continué, grâce à mes relations, à travailler là-bas. Donc, un hôtel pour le groupe Volkswagen Autostadt. Autostadt, c'est leur plateforme de communication qui est sur le site, le headquarters de Volkswagen à Wolfsburg. J'ai rencontré d'autres personnes de germanophones, donc j'ai travaillé aussi en Autriche. Là, je retravaille à Düsseldorf. Je travaille un peu à Londres. Je ne suis pas travaillé en Italie, je crois. Mais j'ai en ce moment un agent au Moyen-Orient qui s'appelle Art de Vivre. Et avec le représentant en France, Madame Arielle Kasparian, on est sur des projets aux Émirats. D'accord, donc vous passez souvent par des agents pour vos projets à l'international? Oui, pas toujours, mais pour un certain type de projet, oui. Pourquoi? Parce que c'est l'agent qui est à la fois l'apporteur d'affaires,
Et également, c'est un très bon go-between entre moi et le client, l'agent étant, je dirais plutôt bilingue en quelque sorte, même culturellement et esthétiquement, ça permet que les choses se passent très bien. D'accord. Et donc, vos projets à l'international sont surtout dans l'international proche, en Europe, à part le Japon. Et c'est une volonté? Non, c'est la chance. Alors, je travaille D'accord. également à Moscou, mais c'était un client français qui m'a amené à Moscou pour faire un projet. Donc, ça, il y a 12 ans. Mais c'est vraiment le reproche. D'accord. Nous avons regardé vos projets avant pour préparer l'interview. La subtilité et la sensibilité dans la conception, la décoration des espaces que l'on vous confie, mais aussi le travail des finitions ne cesse de subjuguer. Entrer dans un espace créé par Elliot Barnes, c'est en quelque sorte une porte ouverte sur une intimité. J'imagine que ce n'est pas un hasard si vos projets sont principalement du résidentiel. Des lieux privés et cachés, pourquoi c'est que du résidentiel? Pourquoi c'est que les résidentiels? Si je savais, je serais vraiment. Je change de métier. Je ne sais pas. Moi, je suis vraiment. Comment dirais-je? Je suis quelqu'un assez souple, assez calme. Je pense que j'apporte à un client. De faire un projet résidentiel, c'est quelque chose de très compliqué pour un client. Parce qu'on est en train dans la plupart des cas, réaliser une réflexion de beaucoup d'années, surtout si c'est pour des gens d'un certain âge ou si c'est pour une famille. Donc, c'est des moments qui sont compliqués dans la vie, même si c'est un événement joyeux, c'est un moment compliqué. Et je pense que j'apporte beaucoup de calme. D'une part, j'aime bien faire le portrait des gens. Donc, c'est-à-dire que quand je fais l'intérieur, ce qui m'importe, c'est que les gens se sentent bien chez eux, au lieu de dire qu'ils sont dans un projet Edgar Barnes. D'ailleurs, je ne sais pas ce que ça veut dire Ouais. vraiment. Donc, j'aime bien l'échange. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas quelqu'un qui dit oh non, j'ai carte blanche parce que je ne crois pas beaucoup à ça. Pour moi, un projet réussi, c'est un projet qui est nourri par les volontés et les idées d'un client et les volontés et les idées, les solutions d'un créateur. Et c'est le mélange des deux choses qui fait que le projet, que le projet est réussi. S'il y a un projet où il n'y a pas une intervention du client, de la personne qui va occuper les lieux, je pense que vous auriez une réponse, à mon sens, hein, qui serait plutôt stérile et moins qui se reflèterait moins les gens qui vont occuper les espaces. Oui, moi, en fait, je suis je suis un aficionado de la contrebasse. Donc, ces ensembles de formations de jazz, c'est toujours une sorte de dialogue entre les instruments. Donc, ça, j'apporte cette mindset. Harmonie. Ouais. On va rebondir un peu sur le rayonnement à l'international. Nous en faisions le constat plus tôt ce matin avec nos différents intervenants. L'art de vivre à la française est très apprécié par les étrangers. Il y a un engouement pour l'art de vivre à la française, pour le chic français, pour le raffinement français, pour l'élégance française. Quel est votre regard sur cette tendance et est-ce que vous le ressentez à travers vos projets? Ce tendance, ça me permet de créer, de vivre, bien évidemment, malgré le fait que je ne suis pas français d'origine, mais plutôt de naturalisation. L'importance de l'élégance française dans l'esprit des gens dans le monde entier me permet de faire des projets. C'est quelque chose auquel j'ai adopté, c'est quelque chose en lequel je vis mais depuis mes plus jeunes âges au lycée français de Los Angeles. Donc j'avais 4 ans quand j'étais dans cette école et je suis resté 10 ans. Donc, malgré le fait que je ne suis pas français, ce regard français, ces notions de retenue, cette finesse, ces notions de silence parfois, des choses qui passent parfois inaperçues, dans la subtilité aussi des gestes, des mots, des espaces, c'est des choses qui sont très proches de moi, très proches de mon parcours et de mon histoire. Maintenant, il est vrai que le projet que je fais, je ne sais pas si c'est un projet vraiment français, parce que, mine de rien, je ne suis pas Oui. français. Pour vous, qu'est-ce que ça veut dire un projet français? C'est un projet. Alors,
je fais une comparaison, mais mes confrères et consoeurs américains ne sautaient pas au plafond. Mais j'explique souvent aux gens, quand je regarde un projet américain, je distingue un projet américain d'un projet français. C'est une question de dimensionnement, des profilés, des largeurs. Les projets français sont toujours très, très fins. Les lignes sont très épurées. Les espaces sont souvent très calmes. Il y a un suggest et un peu d'accessorisation. Or, parfois, dans des projets américains, ils sont très fournis. Les articulations sont parfois, hein, ce n'est pas toujours le cas, et je ne veux pas froisser qui que ce soit, mais parfois les articulations sont un peu plus larges et un peu moins légères. Il y a une certaine légèreté dans une expression française qu'on ne trouve pas forcément dans beaucoup de choses américaines. Alors, les tendances changent. Hein. Aujourd'hui, je pense que vous avez des designers américains qui font des choses qui sont très, très légers. Ils sont peut-être d'ailleurs influencés par cet esprit français. Mais il y a dans le travail des intérieurs et du design français, surtout après la période moderne, en fait, on va dire du XXe siècle, il y a cette légèreté dans l'expression des meubles et des intérieurs. D'accord. Et dans vos projets, il y a cette légèreté. Est-ce que vous vous considérez comme un ambassadeur de la créativité française à l'international? Vous avez ces valeurs du French design dans vos J'ai ces projets? valeurs, mais je ne dirais pas que je suis l'ambassadeur. Ce n'est pas à moi de dire que je suis l'ambassadeur. Moi, j'essaie juste de faire mon job le Ouais, mieux possible dans un langage, dans une écriture qui, qui, euh, qui résonne chez moi et d'être fidèle et intègre par rapport à ça. Forcément, je suis un Parler, ambassadeur, c'est pas mon objectif. ouais. Parler de design, de créativité française, c'est toujours lié aussi à un savoir-faire. En tant que créateur, vous participez également au rayonnement des savoir-faire français. Est-ce que c'est systématique pour vous de collaborer avec des artisans et fabricants français? Ça fait vraiment partie du cœur de mon métier, la manière dont je l'exerce, dont je le pratique. Et ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment surpris en arrivant en France fin des années 80. Moi, je viens d'un pays où, à un moment donné, tout était sur catalogue. Donc, le travail d'un architecte ou d'un designer, c'était de prendre dans un catalogue, de choisir tel et tel élément, de l'adapter s'il fallait, mais en général, de prendre un élément et de l'insérer dans un projet. Et c'était le projet parfois qui s'adaptait aux éléments choisis. Or, en arrivant en France, je sais, on était sur un projet, il fallait dessiner un poignet. Je dis, ben, où est-ce qu'on trouve le catalogue des poignets? Et on m'a regardé comme si j'étais un martien. Je dis, ben, dessine ton poignet, on va trouver quelqu'un pour le fabriquer. Ah, ça c'est différent. Et en fait, cette notion de trouver parmi les métiers d'art et les corps de métier en France, des gens qui peuvent fabriquer n'importe quelle idée, c'est un vrai plus. Et donc, du coup, le créateur est vraiment très, très libre d'imaginer et de créer toutes sortes d'objets, toutes sortes d'intérieurs. D'accord. Et quels sont pour vous les savoir français, les savoir-faire français incontournables qu'on ne trouve pas Tout, ailleurs? on ne trouve pas. Alors, je trouve, on est très fort en France en tout ce qui est bronzé d'art, métallerie, D'accord. serrurerie fine. Euh, D'ailleurs, j'avais un projet quand j'étais chez Eckhart à New York pour une boutique pour Ebel. Et on avait dessiné la serrurerie en France et on ne trouvait pas de fabricant aux États-Unis. Et l'entreprise générale a trouvé un fabricant dans le nord de New York. Et le chef d'atelier, c'était un Français qui habitait au Ah, fort il y a une quarantaine d'années. Et donc, je me suis dit, tiens, il y a quelque chose. Donc, serrurerie, métallerie, je trouve que pour tout ce qui est travail de bois, on est quand même particulièrement fort. Euh, et surtout dans des finitions un peu différentes, des finitions inventées, détournées. On est très fort en France sur le détournement d'une situation. Moi, je trouve en France, et ça se voit qu'on est très bien pour l'accessorisation des choses. C'est qu'il y a une idée, mais on peut toujours le personnaliser en rajoutant, en enlevant des petits détails. Et ça, c'est des choses qu'on trouve bien dans le titre. très bien. On a hâte de découvrir les projets. J'ai vu que vous nous avez préparé une petite Oui, présentation de vos projets en cours, ou réalisés plutôt. oui, oui. Alors, c'est juste une présentation très, très, très courte. On commence avec un projet que j'ai réalisé pour un couple en Autriche.
juste en dehors de Vienne, dans un petit village qui s'appelle Grinzing. Et c'était un travail d'une maison de 1000 mètres carrés pour un couple. C'était un peu la maison pour après leur carrière professionnelle. Et donc ici, c'est une vue du salon. Et donc là, ce qu'on avait fait, c'est qu'il y avait un ascenseur qui est au centre. Et l'histoire, c'est que le monsieur m'a demandé de mettre un chandelier dans son espace, dans le double volume. Et je lui ai dit que ça allait casser, comme on l'a vu, depuis le premier étage. Donc, je lui ai proposé en revanche, travailler sur l'ascenseur comme si c'était un chandelier. Donc, j'ai appelé Guillaume Salburg de Technique Transparent de concevoir avec moi ces cages d'escalier avec une ossature qui est en laiton patiné, mais tous les remplissages sont en verre imprimé, biseauté, parfois ciselé, gravé. Donc, c'est un vrai travail presque de vitrail dans ces cages d'ascenseur. Et donc ça, c'est vraiment, donc j'ai amené Guillaume pour faire ce projet avec moi en Autriche. Après, on voit donc bien sûr le travail avec Sigeben, donc qui m'a conçu la table dans la salle à manger, avec Reinck, qui a fait les meubles. D'ailleurs, c'est Reinck qui a fait ce meuble suspendu ici à la bibliothèque. Et ce petit coin canapé. Je travaille, je demande aussi à mes copains de m'aider. Donc, j'ai appelé mon ami Frédéric Sicard qui m'a fait cette table basse très gentiment. Et on a appelé, bien sûr, mes amis chez Philippe Lorette pour les canapés. Donc, pour moi, ce travail-là, ça me permet, vous voyez, d'amener avec moi les artisans français pour vraiment compléter les intérieurs. Le mur que vous voyez à gauche, c'est Martin Berger qui a accepté de m'accompagner et qui a fait tout un mur vraiment dans une écriture de nacre et de plâtre qui est très, très élégant et très, très subtil. Et il faut vraiment s'approcher pour comprendre la complexité de cette surface. Très beau. Là, c'est une autre vision de cet escalier. Donc, c'est un escalier avec des marches en bois. Alors, les marches en bois, c'est plutôt des locaux qui ont réalisé la structure et les marches. Mais encore, cet ascenseur qui était fabriqué par une entreprise autrichienne, mais c'est Guillaume Salburg qui a fourni les panneaux en verre, les médailles en verre, qui viennent créer ce cadre. Et ce qui est vraiment génial, c'est que sur n'importe quelle journée de n'importe quelle année, il y aurait toujours une lumière différente sur les murs. Donc moi, ce que j'aime bien, c'est de présenter des objets, des éléments qui n'ont pas de finalité, qui jouent avec les éléments, qui changent tous les jours. Donc, ils restent toujours frais et ils se datent jamais. Alors, il y a un tapis qui est fait par Cogolin. Donc, ça, c'est un tapis nous et main. Donc, encore une fois, on amène Cogolin avec nous en Autriche. Donc, grâce à ce tapis, on a commencé une collaboration pour une collection de tapis qui s'appelle Personalities, mais là, dans la tradition vraiment de tissage de Cogolin. Et donc, en bas, il y a une piscine qui donne son petit jardin avec la piscine overflow, donc un débordement, et avec un joint creux qui est en fait la main courante lumineuse qui est à droite pour descendre dans le bassin. Alors là, on quitte Autriche pour aller en Allemagne. Et donc, pas loin. C'est la rénovation d'un hôtel qui était réalisé par André Puitman entre 1998 et 2000. Donc, j'étais la personne chargée de ce projet. Pour aller pour l'agence et donc pour la rénovation, ils m'ont rappelé pour faire la rénovation. Alors ici, c'est un travail qui est un peu différent. Donc là, c'est un projet qui est très européen. Le Glass Force, ce que vous voyez devant vous, c'est du verre soufflé par Salvatore à Milan, pardon, à Murano. Mais quand on rentre maintenant à l'intérieur du lobby lounge. Donc là, on est dans des prestations où le mobilier, c'est vraiment du mobilier français, soit fait par Philippe Aurel ou d'autres. Mais il y a encore un mélange. Donc c'est un projet qui est un peu plus international, un peu plus européen du reste. Donc ici, c'est un lobby lounge. C'est un hôtel de 175 chambres. Et on a rénové tous les étages, le lobby lounge, un restaurant 3 étoiles et notre restaurant en étoile, et on a fait toutes les suites présidentielles ou les Black and White Suites, je les renommé Black and White Suites dans l'hôtel. Et ça, ce projet-là, il date de 2014. D'accord. Donc ça, c'est le restaurant de l'hôtel qui s'appelle Terra, une idée d'être plutôt dans une sorte de grotte parce qu'on travaille vraiment le concept de la nourriture farm to table.
donc une notion des choses, des produits locaux, des projets régionaux. Donc, cette notion de farm to table m'a donné l'idée de faire cette énorme cheminée, parce que dans toutes les fermes, dans le salon, la salle d'une ferme, dans une ferme, il y a une énorme cheminée avec une énorme pot comme ça, dans laquelle on mijote la soupe, etc. Donc ça, c'était un peu le point de départ pour faire cette cheminée avec une fenêtre. Comme ça, on ne créait pas une barrière entre les différents espaces du restaurant. Sublime. Alors, et là, donc, nous sommes au dernier étage, donc dans les Black and White Suites. Et ça, c'est un travail pour les suites qui font 200 mètres carrés. Il y en a 2. Et ici, l'idée, c'était de créer toute une tête de lit habillée par un tissu qui est tissé par Luc Druez, avec des objets luminaires de Ozone Light, avec qui je travaille beaucoup. Encore des tapis. Alors, ça, c'est un tapis fait par Typing, avec qui je collabore en ce moment sur d'autres projets. Donc là, c'est encore un autre projet où on a vraiment travaillé avec des artisans français. Et les Allemands, ils étaient vraiment très ouverts, surtout Volkswagen, très ouverts de cet apport des artisans français, parce qu'ils voulaient avoir quelque chose intègre et qui était vraiment la représentation de ma vision que j'apportais sur ce projet. Je vous confirme que vous êtes vraiment un ambassadeur des savoir-faire français, des artisans français. Alors, nous allons continuer. Alors, on va faire un petit tour du monde. Nous allons au Japon, à Tokyo. Donc, ici, c'est un projet Sky Garden. Donc, c'est un appartement, je dirais, un petit appartement de 200 mètres carrés, mais un appartement de 200 mètres carrés à Tokyo est un grand appartement. L'idée, c'était de faire ce premier appartement qui serait répété encore une fois. Donc, il n'y a que 2 qui sont comme ça. Et en fait, c'est un appartement où j'avais envie de travailler le cuir plissé. Donc, c'est un technique que j'avais travaillé pour une présentation dans AD 2013, donc AD Interiors 2013, la fameuse présentation montée par Marika et Cédric Saint-André-Perrin. Et pour cette manifestation 2013, j'avais fait un mur en cuir plissé. Et en l'apportant au Japon, je me suis dit, tiens, ça me fait penser à de l'origami. Donc, j'ai dit à mon agent et à mon client, au lieu de vous faire le mur en cuir plissé, je vais vous faire un mur en cuir origami. Donc, du coup, ici, c'est une sorte de mélange d'une technique française de ce cuir plissé avec cette ambiance, cette référence au origami qui est vraiment traditionnellement japonais. Et après, on a fait un travail, alors ici, c'est un peu plus locaux, de petites pétales de feuilles qui parlent de l'automne. Parce que l'automne, c'est très, très coloré, c'est très, très joli. Donc ça, c'est le salon. Alors ici au Japon, pour des raisons qui sont vraiment économiques, on a moins l'occasion d'amener des artisans français avec nous. Donc les choses sont vraiment faites localement avec des artisans japonais. Alors, d'une manière très, très curieuse, il y a un véritable pont entre un certain niveau entre la culture japonaise et la culture française au niveau de cette inquiétude pour les détails, cette manière dont les détails sont soignés, les notions d'une simplicité, du retenu. Donc, on trouve dans l'artisanat japonais des véritables ponts avec l'artisanat français. Donc, c'est assez facile, malgré les questions de langue et aussi de culture, mais il est vraiment assez facile de travailler avec des artisans japonais parce que quelque part, on a les mêmes références, en tout cas les mêmes gestes, les mêmes ressentis. Oui. Donc là, un dernier projet pour aujourd'hui, c'est un projet pour la maison Ruinart, donc la plus vieille maison de Champagne à Reims. Et c'était un projet qui a duré 10 ans, qui est un projet sur 26 000 m², y compris les jardins, donc il y a un énorme programme extérieur. Et il s'agissait de créer des espaces de réception et de dégustation et de rencontres. Donc là, cette première phase, c'était la réalisation de ce bar où, encore une fois, je travaille avec mes amis Ozone pour le lustre qui est au-dessus du bar. L'habillage du bar, c'est du chêne strié qui est une sorte de vision. À l'époque, je disais une vision
vol d'oiseau, mais aujourd'hui c'est plutôt un drone, n'est-ce pas, parce que les choses évoluent. Donc c'est une vision des champs des vignes de Champagne. Et on a créé un papier peint avec une autre société, Meyer Romanoff, qui est pour stockasser une société aux États-Unis, où j'ai pris le contour de la bouteille blanc de blanc, je l'ai détouré et je crée une sorte de pattern qu'on a imprimé ensuite sur ce papier de peint bois. Après, on a des fauteuils, toi et moi, que j'ai dessinés pour la Maison Écart. Et il y a des fauteuils de Martin Bass derrière, Nomad Studio, du meuble aussi à Corinne, qui sont diffusés par Imer et Mata. Tout le monde, Bochard, a fait des tapis. Donc, vous voyez, on se retrouve toujours avec les amis artisans français. Ça, c'est une des salons de séminaire. On a aménagé ces autres boutiques qui sont des anciens espaces de production. Et quand j'ai fait ce projet, j'avais dit au président à l'époque, Stéphane Basquiara, tout ce dont j'ai besoin pour faire le projet, on va le trouver sur site. Si j'ai besoin de verre, j'ai vos bouteilles que je peux casser. Si j'ai besoin de bois, j'ai vos anciennes fûts. Si j'ai besoin de pierre, j'ai les pierres des crières. Donc en fait, ça, c'était une sorte de petite storyline qui m'a permis de faire ce projet. Et le sol qu'on voit en noir, c'est du granito avec du verre concassé. Donc c'est des verres de ruinard brut qui sont concassés et mélangés avec les liants de ciment et d'autres agrégats en marbre pour faire ce granito au sol. Très beau, Une autre très beau partie, c'est le salon Nicolas Ruinart. Donc, c'est un salon un peu plus classique parce que ça, c'est dans la maison mère. Donc là, c'est un travail plutôt de rénovation où on a travaillé avec du mobilier qui venait vraiment de Ruinart, de leur stock, leurs archives, mélangé avec des pièces de table que j'ai créées pour eux ou avec du Hervé van der Straten ici. Donc, tu vois, c'est toujours le mélange entre les différentes époques. Ça aussi, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Une histoire de Hubert Le Gall, encore une petite lampe de Manuel Frédéric Sicard, des lampes d'India. Donc un mélange de différents créateurs. Et il n'est pas toujours important pour moi de tout dessiner. Moi, je préfère de dessiner une pièce ou deux, ou même pas du tout, mais de trouver une harmonie qui parle du projet, qui parle des lieux. Donc, j'aime bien mélanger les différentes choses. Voilà. On s'en lasse pas, Elliot, de voir tous ces beaux projets, mais le temps presse. Donc, pour finir, parlons d'avenir et des projets sur lesquels vous souhaiteriez travailler. Quel espace aimeriez-vous investir? Quel espace? Écoutez, je pense que j'arrive à un moment dans ma carrière où j'aimerais vraiment faire une église ou une chapelle. Et pourquoi? Parce que ça me permettrait de travailler des choses qui sont un peu plus intangibles, qui sont le travail de l'esprit, les travails de silence, les travails de la lumière, le travail de volume, ou peut-être un travail de matière, mais dans un cadre qui doit être le plus restreint et le plus invisible, en fait, plus en retrait possible, on va dire. Et moi, je ne suis pas quelqu'un qui cherche à être vu. Je ne cherche pas que mes projets soient en fait, clignotent comme ça. J'aime bien, je suis un type qui est assez timide, hein, assez introverti, donc j'aime bien ce côté un peu, le côté retenu, le côté un peu, les contraintes de travailler cette notion de l'église, de laisser la place à d'autres voix. Je vois un peu mon travail de toile, une sorte oui, une sorte de toile sur laquelle les autres gens peuvent venir peindre les moments de leur vie. Ouais. Et un projet fou Un projet à fou, réaliser? faire une église, c'est pas fou. Si? Non, je ne sais pas. Ça, c'est peut-être un peu plus classique de faire un avion. Ce serait sympathique de faire un avion. Ah, d'accord. Parfait. Bah, merci beaucoup, Elliot. Je regarde pour les questions. Alors, première question. Quel est le projet le plus complexe sur lequel vous avez travaillé et quels sont les challenges qui vous boostent en termes de création aujourd'hui? Projet le plus complexe. Projet le plus complexe, c'était sans doute Ruinart.
Ouais. parce que j'intervenais sur un site de production qui fonctionnait. Je travaillais dans un contexte où j'étais assis sur des crayères qui datent du Moyen Âge. Donc techniquement, c'était un projet très 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 compliqué. Esthétiquement, c'était un projet très challenging parce que il fallait vraiment faire un projet qui capturait l'esprit du vin. Et si vous connaissez le vin de Ruinart, c'est un vin qui est très subtil. C'est pas Ouais. un vin qui, c'est un vin qui est très, très, très raffiné, qui, en fait, qui a beaucoup de qualité. Il y a une notion de silence. D'ailleurs, sur le site, quand on se balade, il y a une notion de silence qui est vraiment très, très, très présent. Donc ça c'était certainement le projet le plus complexe. Après, j'ai oublié la deuxième partie de la question. C'était les challenges qui vous boostent en termes de création aujourd'hui. Euh, Toujours la même question. Quelle est une matière que je peux inventer qui va correspondre à un certain projet? Pour une heure, j'ai créé un wine paper, donc c'est un papier fait avec des pots de raisin et du chanvre et du lin. Le chanvre, c'était les premières muselées sur des bouteilles de champagne. Donc, en fait, il y a tous ces ingrédients-là qui sont vraiment, qui appartiennent vraiment à la marque Ruinart. Donc, c'est de toujours trouver une matière qui va parler de projet. On a parlé avant de démarrer l'interview du Covid et de l'impact du Covid sur vos projets. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus et surtout l'impact que ça devrait avoir sur vos projets futurs? Je pense que bon, il y a plusieurs niveaux d'impact. Je pense qu'il y a des impacts que tout le monde subit, que ce soit un peu sociétal ou économique. Je pense que c'est un peu tôt de savoir où est-ce que le Covid va nous amener en termes de design. Mais je travaille sur un hôtel actuellement à Paris et on discute de la manière dont on va servir des gens, comment est-ce qu'on va aborder les sujets de petit déjeuner, de dîner, etc. Qu'est-ce que ça veut dire par rapport à la chambre? Est-ce qu'on crée une sorte de sas de décompression ou de déconfinement ou de confinement avant d'arriver dans la chambre? Donc, je pense qu'aujourd'hui, on est vraiment dans une période de recherche pour savoir comment répondre à cette nouvelle condition de vie qui nous est imposée par ce virus. Mais c'est trop tôt de vraiment tirer les conclusions. En revanche, je garantis que c'est un vrai sujet de conception aujourd'hui. Oui. Alors, j'ai une question sur l'upcycling. Vous avez parlé de vous avez récupéré les bouteilles de champagne pour les transformer en sol dans le projet Ruinart. Est-ce important pour vous de travailler en éco-conception, upcycling, quand c'est possible? Quand c'est possible, oui. Je pense qu'on ne peut pas dire aujourd'hui qu'on crée sans penser à ça. Le but n'est pas de dire, tiens, je vais faire du upcycling. Ça, je ne fonctionne pas comme ça. L'idée, c'est de dire qu'est-ce que je peux extraire de la marque ou d'une maison et utiliser pour faire une matière qui leur est propre. Le wine paper, c'est une chose. En train de travailler avec d'autres matières pour une autre marque de champagne. Maintenant, je trouve upcycling un peu trendy comme terminologie. Je ne me positionne pas là. Je pense que si c'est l'upcycling, c'est très bien, mais je pense que ce qui m'intéresse, c'est de savoir qu'une matière n'a pas une seule vie. Et on peut prendre une matière et l'utiliser d'une manière différente. Nous, on a récupéré, par exemple, pour Ruinart, des pots de raisin après leur premier pressage, juste avant que c'était parti pour devenir du marc de champagne, pour créer ce papier. Alors, est-ce que c'est du upcycling? J'en sais rien, mais moi, c'était important, c'était de dire qu'on peut utiliser ce déchet pour faire un objet de décoration. Je travaille avec des feuilles d'algues pour faire des finitions en feuilles d'algues. Donc, ouais, c'est des idées qui me viennent comme ça, qui ne sont pas forcément, l'objectif, c'est pas forcément adresser un problème écologique, mais il y a quand même cette notion d'écologie qui est vraiment en moi quelque part. Et une dernière question, comment trouver l'équilibre entre attachement culturel lié à l'implantation du projet et équilibre français propre à la French Touch? Ah, je crois que j'ai... Um, je pense que, en fait, je ne sais pas. Il n'y a pas d'équation, il n'y a pas de combine, il n'y a pas de ruse, il n'y a pas de.
triche. Je pense que l'idée, c'est d'être dans le respect. C'est de dire qu'on va amener un certain nombre de choses et d'être dans le respect de l'endroit où on va construire. Et ce n'est pas parce que quelqu'un n'est pas un artisan français qu'il ne peut pas apporter quelque chose dans le projet. Donc, à partir du moment qu'on est autour du table pour faire un projet, que je rencontre un artisan comme en Autriche qui va faire du bois ou quelqu'un d'autre qui va faire de la pierre, j'amène des idées qui sont fortement d'une origine française, mais qui vont être confrontées à une expression ou une manière une vision locale. Et je pense que en étant ouvert et pas retranché dans son camp, on arrive à créer des ponts entre les différents pays, les différents langages et les différentes cultures. Moi-même, je fais des ponts entre les États-Unis et la France, donc c'est quelque chose que je le vis tous les jours. Ça. Oui. Merci beaucoup, Elliot, pour cette magnifique intervention, et continuez surtout à faire rayonner le savoir-faire et l'artisanat et la créativité française à l'international. Donc, je vous dis à bientôt peut-être pour un autre webinaire. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Nous évoquions le rôle du créateur dans le rayonnement des savoir-faire français à l'international. Poursuivons les échanges avec le regard de l'éditeur fabricant. Mathieu Frey, directeur Asia Pacific, nous fait le plaisir d'être avec nous cet après-midi depuis chez lui à Singapour. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Sandy, vous allez bien? Très bien. Merci beaucoup d'être avec nous. Pardon? Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, on t'entend très bien. Je t'entends très bien. Mathieu, commençons par le commencement. La maison Pierre Frey aujourd'hui, c'est quoi? La maison Pierre Frey, j'avais une petite présentation. Est-ce que je peux, je peux prendre l'écran? Bien sûr, tu peux la partager. Alors, est-ce que ça va marcher? Oui, il faut au moins que je te mette un présentateur. Ça y est. Voilà. My screen. Et on devrait le voir. Parfait. Voilà. Alors, c'est toujours plus sympathique avec le visuel. La maison française Pierre Frey, donc nous sommes éditeurs de tissus, nous fabriquons des tissus. Maison créée en 1935 par mon grand-père. Nous sommes la troisième génération avec mes frères et mon père qui a repris la création dans les années 60. Donc voilà, nous avons différentes maisons, nous avons différentes marques. On a reprises maintenant avec mes deux frères, et un qui est président directeur général, Pierre, le plus aîné, qui est directeur de la communication. Et moi qui suis basé à Singapour, nous avons eu la chance d'avoir plusieurs marques. Au fur et à mesure des années, nous avons commencé en 1935 par Pierre Frey. Donc, je vais vous montrer quelques visuels, ensuite, Braconnier, que nous avons eu la chance d'acquérir en 1991. Donc, on a 5 marques avec 5 différents styles, on va dire. Braconnier et ensuite Boussac, que nous avons acquéri dans les années 2003-2004. La quatrième marque est Fadine Borghi. Donc là, on a eu la chance de l'acquérir en 2004, avec vraiment un aspect plus italien. Et la dernière marque qui s'appelle Le Manac. Le Manac est une maison créée en 1829, très très belle maison française que nous avons acquérie en 2014. Voilà, un groupe familial qui a la chance d'avoir 5 belles marques françaises, 4 françaises et une italienne. Nous avons eu la chance d'acquérir. Super. Pour parler plus international, pardon. Pardon, je t'ai coupé? Non. Alors, les 5 marques, sur les 5 marques, on a la chance d'avoir plein de produits. On a commencé par le tissu. Notre grand-père, Pierre Frey, a commencé avec le tissu d'ameublement. On le connaît. On a ensuite développé la gamme de produits. On a développé le papier peint, le tapis sur mesure et maintenant le mobilier avec une marque qui s'appelait Rosello qu'on a eu la chance d'acquérir il y a 2 ou 3 ans. Et maintenant, on est meublier depuis quelques années. Oui. Voilà, donc j'ai mis quelques visuels des collections de 2020 avec aussi bien des tissus, des papiers peints. C'est un très joli panoramique qu'on a fait en collaboration avec des artistes, un artiste français. La dernière collection avec vraiment un esprit plutôt oriental
qu'on a lancé en 2020 avec un de nos derniers modèles de mobilier. Voilà, sur les 4 gammes de produits, on a la chance d'avoir une grande partie faite en France, que ce soit tissu ou que ce soit avec les meubles, avec 4 gammes de tissus et avec vraiment aussi bien la production que la production de meubles aussi, de bois, de la forêt de Compiègne, avec les ateliers qui sont juste à 10 km de la forêt de Compiègne. Donc, on a vraiment une production française qu'on essaie de travailler au maximum. Et puis après, c'est surtout, et c'est pour ça, à mon avis, on en parlait beaucoup dans cette interview, c'est les archives. C'est les archives françaises. Notre père, Patrick Fray, a toujours été un fan d'histoire française et a toujours voulu collectionner, que ce soit des petits bouts de tissu, de papier peint. Il a toujours été un collectionneur d'objets d'art et surtout de textiles. Et donc, on a la chance d'avoir une collection de plus de 25 000 archives avec lesquelles on travaille tous les jours. Voilà, j'ai essayé de résumer en quelques minutes la société familiale, plus de 85 ans de société familiale, mais voilà, nous sommes une maison de luxe qui est dans le tissu d'ameublement, dans la décoration intérieure, et donc aussi bien du résidentiel que du contract, avec un raisonnement et un rayonnement à l'étranger. Parfait. Parlons de ce rayonnement à l'étranger. Donc, vous êtes aujourd'hui présent dans le monde entier. L'objectif de se développer à l'international anime la maison depuis le début de l'histoire de Pierre Fray, depuis les débuts des années 50. Comment avez-vous réussi à traduire une ambition export en modèle pérenne? Alors écoutez, moi je suis à Singapour, j'ai 39 ans, donc toutes l'export et toute la présence internationale a été fait déjà depuis des années. Vous me dites, plus de 50 ans. Donc, c'était vraiment une vision de notre grand-père et surtout de mon père. On était présent aux États-Unis dans les années 60-70. On est présent au Japon depuis 30 ans, à Hong Kong et en Chine depuis 20 ans. Donc, ça a toujours été dans l'ADN de Pierre Fray de faire des produits français, mais de les vendre et de les faire rayonner à l'étranger. Pour vous donner un chiffre, on fait presque 70% de notre chiffre d'affaires à l'étranger. Pour une PME, c'est vraiment très important comparé aux acteurs de l'industrie. Donc vraiment, c'est définitivement important. J'ai montré une carte là qui est sur notre site. Pierre Fray, donc 70% du CA à l'export. Le siège, bien sûr, à Paris, les usines de tissage, les ateliers de mobilier en France. Et ensuite, on a 10 filiales dans le monde, que ce soit en Europe, aux États-Unis, à Dubaï, à Singapour ou en Russie. Et ensuite, une présence dans 36 pays, avec des agents et des distributeurs. Donc, ça a toujours été vraiment dans l'ADN de Pierre Fray et un but pour nous d'avoir des interlocuteurs qui soient aussi bien français que japonais, américains. Quand on travaille sur un projet avec des décorateurs ou des architectes, ça peut partir de Paris, c'est acheté en Indonésie et puis ça va être installé pour un projet aux Maldives, par exemple, pour les clients russes. Donc tout l'internationalité de la société et du produit est très importante pour nous. Et quelles ont été les difficultés pour être présent à l'international ou les difficultés que vous avez toujours? Moi, ça fait 10 ans que je suis rentré dans la société. Il y a des problèmes et des embûches tous les jours. Mais je crois que vraiment, là où on peut se perdre facilement, c'est faire des produits pour les étrangers. Je pense que là, on a gardé nos valeurs. Tant que Pierre Fray reste Pierre Fray, on ne tombe pas dans le pied de faire des produits pour les étrangers ou pour faire une collection américaine ou une collection pour les Japonais ou les Chinois. C'est vraiment les clients viennent voir Pierre Fray, viennent acheter Pierre Fray et viennent utiliser nos produits parce qu'ils veulent la créativité, la folie, l'éclectisme Pierre Fray. Ils veulent la créativité, mais aussi le patrimoine. Ils veulent quelque chose de très classique ou quelque chose de très contemporain, avec une collection de plus de 7000 références en tissu, en papier peint et en tapis, en moquette. Le client, on espère, devrait trouver ce qu'il aime. Donc, par exemple, là, on a fait une collection d'inspiration indienne qui marche dans le monde entier. C'est une collection de 2020. C'est une collection qui est faite avec toute une influence de l'Orient. Donc, à chaque fois, on part de l'Orient, je vais en expliquer un peu plus tard, on part de soit d'archives, soit d'un thème, soit d'une couleur. Et ensuite, on va s'inspirer de certains dessins et mettre la touche Pierre Fray et l'éclectisme, en tout cas le savoir-faire français
sur un tissu, sur un papier peint ou sur un tapis ou une moquette. C'est aussi, bien sûr, avoir des produits qui plaisent à l'étranger, mais aussi qui sont très techniques. Donc, on est connu pour des produits très classiques, mais on a une équipe textile et ingénieurs textiles qui font des produits extrêmement techniques. Ça, c'est toute une collection outdoor qu'on a sortie en septembre, parce que ça met un vrai besoin des clients d'avoir un tissu qui soit totalement déperlant, qui soit facile à laver, qui soit en extérieur, mais aussi en intérieur. Il y a vraiment une tendance, comme vous le savez depuis 4-5 ans, d'avoir indoor-outdoor un peu partout. Et puis, je pense que dès qu'on a des enfants et qu'on est en vacances et qu'on veut avoir des jolis tissus avec une jolie qualité, tout est fait en France, bien sûr, c'est une très bonne alternative d'avoir, une très bonne solution d'avoir cette collection d'intrus. Après, des papiers peints qui plaisent aussi à l'étranger. Donc, vous disiez quelle est la difficulté d'être international avec des produits comme cela. C'est aussi d'avoir la technicité de certains produits. On a produit toute une collection de vinyles qui est adaptable pour les hôtels aux États-Unis, par exemple, ou pour les hôtels au Japon, qui sont très, très techniques. Ça, c'est grâce à un savoir-faire français. D'accord. Une collection qui est un de nos best-sellers. Ça, c'est l'éclectisme de Patrick Fray, la créativité et la folie du directeur créatif. De broderie magnifique sur un grand lin. C'est pour ça que les gens aussi viennent ou sont intéressés en tout cas par ça. Bien sûr. Donc après, ce qu'il faut aussi parler des projets. L'international, comme vous le dites, c'est pas uniquement la France. Il faut avoir un projet qui parte des États-Unis ou de France pour rayonner à l'autre bout du monde avec des produits faits en France. Donc, c'est juste un screenshot de notre site. On voit qu'on fait aussi bien de l'hôtellerie, des restaurants, du résidentiel. InMotion, c'est tout ce qui est avion privé ou yachts ou même bateau de croisière. Du retail, on travaille avec énormément de marques à l'international, ce qui nous permet aussi de rayonner à l'international, mais aussi de faire rayonner la France, corporate, institutionnel et événementiel. On va en parler. C'est toujours intéressant quand on présente la marque de montrer quelques projets qu'on a fait. Nous, quand on voit un produit qui n'est pas fini, c'est rare de voir les projets qui sont finis. Donc, c'est vraiment pour mettre en valeur les architectes, les décorateurs d'intérieur avec lesquels on a la chance de travailler et qui viennent sélectionner des tissus dans nos showrooms dans le monde entier, principalement à Paris, parce que je pense que le webinaire est principalement utilisé et écouté par des gens en France, mais aussi bien au Canada, en Belgique, pour faire leur sélection de tissus. Donc là, on a une très belle résidence qu'on a fait à Paris, un bel appartement dans le 7e qu'on a fait il y a 2 ans. Le Ritz, on a eu la chance de faire avec M. Despont il y a plus de 2 ou 3 ans. Et c'est un projet très intéressant parce qu'il fait des tissus très techniques pour le Ritz. Il faut que ça soit non-feu, déperlant, une martingale, une utilisation une utilisation durable, on va dire. Mais M. Despont voulait aussi un certain style, donc il allait dans nos archives avec ses équipes et a créé des tissus sur mesure qui partaient de brocatelles de soie du 18e que nous avons transférés en Treviera, CS, enfin des tissus très techniques qui sont non-feu. C'est un de nos plus beaux projets et puis c'est un projet magnifique. Travailler avec un établissement de prestige comme ça, c'était un rêve. Là, on est à New York. Mathieu, j'ai une question par rapport aux jeunes marques qui souhaitent partir à l'étranger, qui souhaitent s'exporter. Quel est le conseil ou le warning, si tu as un conseil ou un warning à donner? Il faut prendre son ticket d'avion et puis après, je pense qu'il faut être sur place. D'abord, pour être à la chance, il faut connaître le marché, il faut aller sur le marché, il faut avoir bien sûr de bons partenaires, mais il ne faut pas hésiter. Et on a la chance d'avoir un pays qui est connu dans le monde entier, d'un savoir-faire qui est connu dans le monde entier, que ce soit l'architecture, l'art culinaire, la décoration. C'est vraiment, voilà, une fois qu'on est français, on a la chance déjà d'avoir ça. Et ensuite, d'avoir un produit intéressant et qui, grâce au voyage maintenant et aux réseaux sociaux aussi, on va le dire, parce qu'on a la chance d'avoir un rayonnement beaucoup plus important avec une petite société, une TPE ou une PE. D'accord. Voilà, mais je serais ravi d'en discuter avec eux s'ils veulent me poser des questions. Mais oui, de toute façon, il faut essayer et puis quand on tombe, et il faut se relever et il faut avoir du courage et là, voilà, il faut être persévérant.
De toute manière, il y aura des questions certainement à la fin de la présentation. J'ai mis quelques projets, je trouvais ça intéressant, pas que pour parler du risque, on fait aussi du citadine, on fait des 2 ou 3 étoiles maintenant au Japon. Avec notre présence à Singapour, on a commencé à se développer vraiment dans l'hôtellerie en Asie, qui est très intéressant pour nous. On retourne vers l'Élysée, à Paris, on a eu la chance de faire cette très belle moquette. Donc pareil, on patrimoine français, on a la chance de rayonner devant les présidents et les ambassadeurs du monde entier. L'ambassade de France en Italie, à Rome. Et on fait des projets aussi assez fun, assez sympathiques. C'est le restaurant La Gare à Paris. On a travaillé, où Laura Gonzalez a travaillé avec nous, aussi bien avec du braconnier, du lemanac, avec des cuirs, avec des choses quand même assez sympathiques. Et on voit qu'il y a vraiment une tendance à l'éclectisme, à la couleur. Les gens veulent rêver quand ils vont aussi bien chez eux que dans un restaurant. Donc, il y a des choses quand même très sympas à faire, que ce soit aussi bien au niveau des tissus qu'avec des papiers peints. Oui, tout à fait. Et pour parler un peu d'actualité, quelle a été votre réaction face au bouleversement du monde et du marché lorsque la crise sanitaire a frappé? Bon, bah, écoutez, c'est toujours un peu tôt pour le dire parce que, voilà, bien sûr, on a protégé nos équipes, bien sûr, on a fermé tous nos showrooms, on est dans le monde entier, donc il fallait attendre la réponse de chaque gouvernement pour savoir quelles décisions il fallait prendre. On a été touché comme tout le monde, mais on a eu la chance d'avoir pris, je pense, les bonnes décisions, d'avoir une équipe qui était vraiment soudée, qui voulait vraiment nous aider pendant la pandémie. Donc, la deuxième chose, c'était bien sûr d'arrêter les investissements, d'arrêter les dépenses, sans oublier le produit. Donc, on a fait un focus sur le stock. On a la chance d'avoir 1,5 million de mettre en stock, donc ça nous a sauvés pendant quelques semaines parce qu'il y a beaucoup de clients qui commandaient des États-Unis quand c'était totalement bloqué en France ou en Chine. Donc voilà, je pense que le stock nous a sauvés. Et puis ensuite, encore une fois, une production française. On a vraiment décidé de se concentrer sur notre production française sans être dépendant de certains fournisseurs, malheureusement, qui étaient déjà en Italie, qui faisaient des soins magnifiques, tous les éditeurs de tissus ont des fournisseurs voilà, surtout d'Europe. Mais c'est vrai qu'il fallait le recentrer. Donc, on a fait de la laine, du coton. On a eu la chance de faire des très belles affaires pendant le début du Covid. Ça va dans l'esprit de la stratégie de la marque. On veut vraiment une intégration verticale des différents corps de métier. Donc, je monte ce visuel parce que c'est intéressant de voir qu'on a aussi des papiers peints, un papier, une moquette et du mobilier qui est fait en France, qui est fait chez nous. Et c'est vrai qu'on est devenu assez pathétique pendant cette période. On l'a senti aussi bien au niveau des commandes que des demandes de l'international. Voilà, malheureusement, ça a touché aussi les petits fournisseurs. Hein. Ça a touché aussi bien les tisseurs, les tanneurs, les tapissiers, les poseurs de papier peint. Donc, ça nous a touché aussi indirectement. Et maintenant, post-Covid, comment évolue le marché pour vous? C'est toujours, ça fait que moi, je suis toujours en confinement. Hein. C'est pour ça que je suis aussi chez moi. Donc, Singapour, on n'est pas post-Covid. Donc, je pense qu'on est toujours dedans et malheureusement, on n'est pas prêt d'en sortir dans certains pays. Donc, c'est difficile de se prononcer. Maintenant, on pense aux TPE, aux petites entreprises. On se projette comme on peut, mais c'est vrai que c'est difficile de faire des budgets et c'est vrai que c'est difficile Les collections 2021 sont prêtes, les collections de septembre sont prêtes, donc on espère que nos clients et nos admirateurs vont nous suivre. Je l'espère aussi. Voilà. On va parler on va parler de savoir-faire. Le savoir-faire français fait le socle du design français avec cette diversité incroyable des métiers. La signature Pierre Frey est aujourd'hui recherchée par des clients du monde entier. Comment expliquez-vous ce goût et cet intérêt des étrangers pour l'art de vivre à la française, cette créativité française? C'est drôle parce que j'en ai beaucoup entendu parler étant jeune de mon père. J'entendais toujours la création et l'art de vivre à la française. J'avais dû mettre un thème, l'art de vivre à la française, pardon. La création française, j'ai du mal à mettre des images sur ces mots. Et c'est vrai que quand on voyage à l'étranger, comme je disais avant, on est connu, l'art de vivre à la française, c'est la gastronomie, c'est la mode, tout le monde connaît Chanel, l'architecture, les bons restaurants. Et
heureusement, la décoration. Donc, on a eu la chance d'avoir un rayonnement à l'étranger. Et la deuxième chose, mon père m'a toujours dit, il y a 3 choses importantes dans la vie, c'est la création, la création et la création. Et dans une boîte de tissus d'ameublement, de créateurs de tissus, de papier peint et de meubles et de tapis et moquettes, c'est vrai qu'il faut être créatif. Sans être créatif, on ne sort pas du lot et on suit. Nous, on a la chance d'être dans un peloton de tête, on va dire, et d'avoir la chance d'avoir une société familiale qui peut créer des choses un peu farfelues et de les tisser chez nous. Ouais. Et étant donné que vous parlez de créativité, je sais qu'en termes de design, vous avez le design in-house, mais je sais aussi que vous collaborez avec des designers français et internationaux. Ouais, absolument, ça a toujours été très intéressant et important pour nous d'avoir plusieurs choses. D'abord, le studio de création qui fait vraiment la plupart dessus et qui part de couleurs, de voyages, d'impressions. Là, on voit des impressions de cadres, tissu papier peint, des tissages à la main d'un velours ciselé. J'ai mis quelques photos intéressantes, mais aussi des archives. Ça, c'est vraiment la création. D'avoir la chance de travailler avec la cabine de wagon de M. Napoléon pour décorer un château en France, mais aussi de faire des collaborations. Alors ça, j'ai mis quelques collaborations qu'on a fait depuis 2 ans. India Madhavi, un de nos best-sellers, qui est venu nous voir pour faire des coloris spéciales dans un velours. Christian Estouvieille, avec qui on a fait une collection en septembre. Donc ça a toujours été pareil, l'ADN de la société de faire travailler des jeunes artistes et qui collaborent avec le studio et nos archives. C'est Mathias Fils qui a fait ce tissu et un papier peint il y a quelques années. Cette artiste Coralie est basée à Biarritz et nous a fait un papier peint je crois que c'est cette année, en janvier. Là, M. Flandre, Luc de Flandre, qui a fait aussi des tapis, des moquettes. Donc, on travaille toujours avec des collaborateurs, des artistes, pour avoir un œil un peu frais sur ce qui passe sur le marché, de 2, d'avoir des créatifs, de 3, d'avoir des artistes qui travaillent pour la maison. Parce qu'on a un petit studio, on est 8 personnes dans le studio pour plus de 7000 références, plus 600 références qui sont créées chaque année, 7000 références qui sont déjà créées. C'est un petit studio pour la société. Ouais. Et pour reparler de savoir-faire, la Maison Pierre Fray est devenue une vraie institution en France et à l'international. Pensez-vous avoir un rôle à jouer pour défendre les savoir-faire français? Alors absolument. On en a parlé avant notre interview. Je pense que c'est essentiel et c'est vraiment pareil de sur l'ADN de Pierre Fray, de faire partie du patrimoine français, de travailler avec le Louvre, de travailler avec nos archives du 15e. On a eu la chance d'acquérir les Drouot, de travailler avec certains décorateurs et avec certains corps de métier qui n'existent plus ou qui, comme ce métier à tisser, il y en a 2 dans le monde qui appartiennent à l'Almanach. Donc, ça fait partie du patrimoine français. C'est essentiel et c'est plus qu'important. Et je pense qu'il y a vraiment un retour sur le patrimoine français depuis quelques années, d'où notre production française qui augmente d'année en année, avec aussi bien la main-d'œuvre, nos tapissiers. Ça, c'est notre mobilier, notre département en mobilier. Ils font encore tout ça à la main avec du bois de la forêt de Compiègne. C'est plus qu'important. Et grâce à ça, on a la chance de faire partie de l'EPV, Entreprise du patrimoine vivant, qui promeut l'excellence des savoir-faire français, mais aussi le comité Colbert. Le comité Colbert, que tu devrais connaître, il y a plus de 80 maisons de luxe françaises qui créent en France, qui ont des marques magnifiques. On est très, très fiers de faire partie, que ce soit de l'EPV ou du comité Colbert. Étant donné que vous avez parlé de mobilier, pourquoi ce choix d'intégrer le mobilier? Ça a toujours été une demande de nos clients. On travaille beaucoup avec des fournisseurs, mais il nous fallait vraiment plus fini. Et je pense qu'on a eu on connaissait très bien Rosello, c'était l'entreprise Rosello qu'on a eu la chance avec lesquels on a fait un partenariat. La famille Rosello a recherché un acquéreur. On a toujours trouvé, on voulait du mobilier fait en France, de qualité supérieure, un petit atelier. Donc on a tenté le diable et ça fait 3 ans qu'on est très content. On a la chance de on a plus de 300 modèles en collection. Et puis maintenant, on va faire des collaborations. C'est au bout de 3 ans qu'on voit que ça marche et on a la chance, on va faire une collection avec David et Nicolas du Liban, un designer de Beyrouth qui sont incroyables. On va faire des petites collections avec eux.
ou avec différents décorateurs. On va travailler comme avec le tissu et le papier peint, en faisant des collections, mais sans oublier nos archives de meubles et nos studios et les collaborations. Et étant donné que vous êtes dans la région Asie-Pacifique, est-ce qu'il y a une demande particulière pour du mobilier français dans cette région? Absolument. On était assez étonnés, ça marche très très bien en Asie-Pacifique. Je pense qu'ils sont ravis d'avoir un nouvel acteur. Enfin, pour les architectes et les décorateurs, ils sont ravis de voir un peu de son œuvre sur le marché du mobilier. Il n'y a pas énormément de mobilier, on aime bien utiliser ce mot, mobilier français, c'est plutôt en Italie ou plutôt en Belgique ou plutôt maintenant surtout en Indonésie. Mais on a la chance que ça marche très bien parce que le décorateur peut avoir un savoir-faire français, il va utiliser son tissu Pierre Fray qui va être sur un meuble Pierre Fray qui va être envoyé par Pierre Fray. Donc on a vraiment un système, un schéma vertical où il va aussi bien de la production à la livraison avec un seul fournisseur. Je pense que c'est vraiment ça qu'on voulait faire. Ouais. Un client en Asie qui vient vous voir, qu'est-ce qu'il cherche chez la marque Pierre Fray, chez cette marque française prestigieuse? Ça dépend des pays. C'est comme si je disais. En Asie. En Ah Europe, oui, ça dépend des pays en Asie. Oui. au Japon, ils cherchent le luxe français parce qu'on travaille avec des très grandes marques. Ils cherchent le classicisme français. À Singapour, justement, l'esprit un peu fun, l'esprit, on travaille avec beaucoup d'hôtels et des coworking space ici. En Chine, c'est plus classique, mais encore une fois, on parle d'un pays qui a 1,3 milliard d'habitants, donc il y a de tout. Il y a des gens qui ont habité à l'étranger qui veulent absolument les mêmes rideaux qu'ils ont vus au Ritz ou des choses très fun ou une collection pour leurs enfants. Et ils sont tombés sur notre Instagram où maintenant on a 400 000 followers et c'est ça qui fait aussi la force de ces réseaux sociaux. Oui. Super. On me demande de conclure parce qu'apparemment, il y a beaucoup de questions. Je termine avec une question classique. Quelles sont les ambitions aujourd'hui et enjeux pour la maison Pierre Fray? Alors, ambition, comme je disais avant, c'est faire du Made in France. Voilà, c'est fait en France. On est ravis de faire travailler nos tisseurs, nos artisans français. Donc, c'est vraiment quelque chose de très important pour nous. Et c'est vrai qu'on a fait des collections qui s'appellent Natecru lin, Natecru laine, qui sont des naturels et crus depuis quelques années, qui marchent très, très bien. Et donc, on a fait une collection durable là, qui va sortir en septembre avec moins d'impact sur l'environnement. Donc, c'est aussi, comme beaucoup de sociétés, c'est un devoir que nous avons de faire des produits qui ont moins en polyester recyclé, qui sont faits en France avec de la laine française, sans teinture, sans transport, sans impact carbone. Donc ça, c'est vraiment très important avec mes frères et moi. Et puis, faire la même chose aussi sur le papier peint. Utiliser les matières naturelles, même si les matières naturelles sont difficiles à utiliser dans les hôtels. Donc, c'est le challenge de notre métier. D'accord. Donc, une démarche plutôt éco-responsable pour le futur. Oui, comme beaucoup de personnes, mais c'est vrai que c'est le plus important. Et on pense que depuis notre génération et la génération d'avant, maintenant, les designers sont quand même plus jeunes que moi et que nous. Et c'est essentiel. Moi, j'ai pas un rendez-vous à Singapour ou à Hong Kong, ils demandent des tissus éco-responsables. Oui, c'est incontournable, bien sûr. Alors, pour les questions… Dans le mobilier, voilà, je disais. Oui. Pour les questions, alors les questions ont disparu chez moi. Alors, non, je les retrouve, c'est bon. Hop. S'ils nous écoutent, il faut qu'ils répondent aux questions. Alors, ça arrive. Alors, première question, la marque développe-t-elle ou a-t-elle pour projet de développer des matières, tissus innovants issus de matériaux recyclés ou autres? Oui, c'est ce dont on parlait. Donc, on a des ingénieurs textiles dans nos studios qui font des polyesters recyclés. Alors, on a des fournisseurs. Hein. Nous, on a aussi nos propres bobines et on essaie de recycler au maximum. Mais on essaie de faire travailler des artisans français qui font leur propre laine, qui font leur propre lin, qui sont maintenant assez incroyables au niveau de l'assise et au niveau des rideaux, qui sont magnifiques. Alors, une question par rapport à vos collaborations avec les designers. Donc, vous avez collaboré avec des artistes comme Julien Colombier, Louise Bourgoin. Dans quel cadre s'inscrivent ces collaborations avec des artistes contemporains? Et surtout, à quelle fréquence lancez-vous ce type de collaboration? Voilà, c'est une question difficile parce que
beaucoup de personnes qui collaborent avec nous. C'est la direction artistique, le créateur et le directeur artistique Patrick Frey qui décide. On voit énormément d'artistes. Il doit y avoir, je sais pas, 2 ou 3 artistes par semaine qui passent dans les bureaux de Patrick Frey. Et ça passe sur un coup de cœur, sur ça va pas obligatoirement dans les collections. On fait beaucoup de collections capsules, comme avec Louise Bourgoin qui est venue nous voir. Et puis on clique, on a vu c'était une artiste fantastique. Faut que ce soit des choses qui n'ont pas été faites. On sait ce qui marche, on sait ce qui marche pas. Et puis une collection se planifie sur 2 ou 3 ans. Hein. Donc si on commence à travailler avec un artiste maintenant, ça va sortir en 2023, 2024. Donc il faut que ça soit aussi un artiste soit en devenir. Donc beaucoup de jeunes artistes la plupart du temps. On ne fait jamais les artistes à la mode. On essaie de faire des collaborations avec des choses, avec des personnes et puis qui travaillent sur des choses assez novatrices, on va dire. Comme ce webinaire concerne l'international, on a une question sur la stratégie à l'export. Quels sont les écueils, selon vous, à éviter quand on déploie sa stratégie? On en parlait avant. C'est soit de trop écouter l'international et de faire des produits pour l'international et de se perdre, parce que au bout de 3 ans, ça fait 87 ans, 88 ans qu'on est au marché. Donc, si on fait des produits internationaux de 3-4 ans, on oublie qu'on vient de France, on oublie qu'on a fait ce genre de collection. Et un produit qui plaît aux Russes ne va pas plaire aux Américains, et le produit qui plaît aux Américains ne va pas plaire. Voilà. Donc, c'est un cercle vicieux. Donc, c'est de ne pas se perdre et de savoir d'où on vient, pourquoi on est bon et pourquoi on est connu à faire ce genre de métier. Je pense que c'est important. Comme un cuisinier, comme un artiste, on a dû se perdre et on est vite revenu à la réalité. D'accord. Je vois les questions qui arrivent au fur et à mesure. Encore sur les designers, comment choisissez-vous vos designers, vos créateurs? Donc, voilà, Patrick Frey, la prochaine fois, il travaille au webinaire. D'accord. Notre studio, on a la chance d'avoir un petit studio. Il y a deux ingénieurs textiles, 3 femmes qui font des jeunes personnes qui font les créations et les décorations et les dessins et compères. Mais lui, il va donner un thème et puis ensuite, il y a des artistes qui sont derrière. Donc, moi, je suis directeur commercial, donc il faut demander au directeur créatif. D'accord. On interviewera les directeurs créatifs la prochaine fois. Vous avez parlé des archives, beaucoup d'archives. Un musée Pierre Frey, ce serait envisageable? Oui, bien sûr, on a toujours pensé. Mais on a la chance de travailler avec énormément de musées, que ce soit le Louvre, que ce soit l'Étoile de Jouy. Donc, on a eu la chance de faire quelques expositions en France et à Paris, mais c'est un autre métier. On serait ravis, mais… Un musée avec accès aux archives et bibliothèque de tissus émotifs. Des archives magnifiques du XVe siècle. Donc, on a… difficile, mais il y a 25 000 archives, hein, on serait ravis de les faire. En tout cas, tout est numérisé et on a la chance déjà de travailler, d'avoir un mini-musée dans le groupe Pierre Frey, qui est ouvert au public sur rendez-vous et on travaille avec les plus grands décorateurs ou des personnes qui recherchent un tissu, 7 mètres de tissu qui a été fait et qu'ils ont vu dans leur maison dans les années 30. Voilà, on peut le faire, c'est ça qui est génial. Wow. Alors, je regarde s'il y a encore des questions. Non, je pense que c'est bon pour les questions, je pense. Bon, écoutez, si ils peuvent me contacter avec… vous avez mon email, on serait ravis. On est toujours ouvert aux collaborations, aux emails, aux questions. Ils peuvent nous contacter sur Instagram, sur Facebook. On a la chance d'être connectés, plus que connectés maintenant. Merci beaucoup Mathieu pour cet échange passionnant. Merci encore d'avoir accepté de participer à notre webinaire. Je te souhaite une excellente soirée parce que je sais qu'il est déjà tard à Singapour. Et je te dis… Pardon, ça va. Oui, ok. Et je te dis à bientôt pour un autre webinaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à tout le monde et à bientôt.